Bonjour et bienvenue dans Fiction Fusion, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dans lequel s'entremêlent réalité et fiction. Cette toute nouvelle émission a pour but de traiter d'une thématique différente à chaque épisode en la passant au travers des filets de la pop culture et de l'imaginaire. Et quoi de mieux pour notre épisode pilote que de parler de véhicules. Sans plus attendre, il est temps de lancer la vidéo d'introduction présentée par Lucas Duverneuil. Les moyens de transport, c'est super, ça permet d'abord de se déplacer vachement plus vite, puis ça permet de narguer les gens qui en ont pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens marchent. D'abord parce qu'il y a des tonnes de moyens de transport. La voiture, le bus, super confortable, le tramway, abrégé tram, parce que c'est plus cool, les trottinettes électriques que tu peux chercher comme sur Pokémon Go, et puis évidemment, il y en a plein d'autres, comme le vélo, l'avion, le bateau, la moto, les hélicoptères, les grues. Ah non, pas les grues. Cette notion de moyen de transport a très vite été réadaptée dans de nombreuses fictions et sous plusieurs formes. Certaines devenues d'ailleurs emblématiques encore aujourd'hui, la DeLorean ou l'Overbird de Retour vers le futur, les vaisseaux spatiaux des Space Opera, les motos trop stylées d'Antron qui vont super vite sa race, le tapis volant d'Aladin, le chabus de mon voisin Totoro, ou encore les balais magiques d'Harry Potter qui portent des noms avec des gros chiffres dedans, tels que Nimbus 2000, Nimbus 2001, Optique 2000, Brico 3000. Moi, tout ça ne me botte pas vraiment. Je préfère les choses beaucoup plus simples et classes, comme dans Mad Men, quand les grands commerciaux américains prennent l'ascenseur pour aller au travail. Ah. Merci Lucas pour cette divertissante mise en contexte. Balai magique, tapis volant, tout ceci relève surtout de la fantaisie, alors nous ne sommes pas prêts de les voir apparaître un jour. Mais pour ce qui est des véhicules que l'on voit dans la science-fiction, sont-ils réellement concevables ? Et si oui, quels seraient leurs impacts sur les plans économiques, écologiques ou encore éthiques ? Et doit-on se baser de la science-fiction pour concevoir nos véhicules de demain ? Oriane Mirana et Nehemia Telusma se sont penchés sur le sujet, et c'est donc l'heure de la chronique du Versus. Bon, je sais que tu vas pas me croire, mais je viens de voir un post, le TARDIS existe. Get ça, le mec il disparaît. Tu passes trop de temps sur les réseaux. Tu crois vraiment le TARDIS il existe dans la vraie vie? Bah peut-être. Il y en a, tu crois que je descends en bas, je demande à mon chauffeur de me ramener le TARDIS, il me le ramène? Tu crois que t'as un chauffeur? Regarde, un jour je regardais une vidéo. Il y avait une vidéo qui expliquait qu'en fait, tu vois tout ça là, les voitures et tout qu'on voit dans les films, bah ça existe pas. Regarde, je te montre. Alors, selon moi, la SF a pour but de nous présenter des possibilités futures. Généralement, on a tendance à opposer le réel au fictif. La réalité des choses, dirons-nous, serait plus d'opposer le réel à l'actuel, enfin l'actuel au virtuel, pardon. Je m'appelle Stéphane Brunel, j'ai 54 ans. Bonjour, donc je suis Thomas Brunel, je suis chercheur associé au laboratoire MICA. Je suis chercheur à l'Université de Bordeaux, président de la Ligue de l'enseignement de la Gironde. Et je me spécialise dans l'esthétique et la politique du cyborg dans les œuvres de fiction et dans la réalité. Je suis embêté pour répondre parce que j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Mais à l'analyse des moyens de transport de la science-fiction, pour l'instant, je ne vois pas bien la relation entre ce qu'on nous propose en science-fiction et la réalité physique sur la Terre. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des choses en SF qui sont effectivement très intéressantes pour concevoir et réfléchir en mode ideation. C'est vrai que la SF a toujours un peu influencé nos technologies actuelles. En fait, quand on regarde les développements de robots, voilà, tout ça, c'est pour but généralement de copier ce qui vient de la fiction. Hergé, lorsqu'il met Tintin, le capitaine Haddock et tout le monde dans la fusée pour aller sur la Lune, la NASA va s'inspirer de la position de ces personnages dans les fusées pour les coucher, par exemple. Parce que si vous les mettez debout au décollage, vous avez le sang qui descend du cerveau et ils font une syncope. Donc il vaut mieux être couché. Il y a certains véhicules, typiquement la voiture volante, c'est pas un véhicule qui devrait être copié pour moi. C'est du gadget de milliardaire en fait.
La particularité du transport en science-fiction, c'est que c'est possible parce que c'est le cerveau humain qui imagine que c'est possible. Si on prend des films où il y a, par exemple, un passage d'un univers à un autre, c'est rigolo en science-fiction, c'est assez spectaculaire. Pour l'instant, je ne connais personne qui est capable de le faire. Voilà, la science-fiction a cet avantage, on casse les barrières des lois physiques. Tu vois, ça prouve bien que le TARDIS, ça n'existe pas. Mais que la science-fiction a des bonnes idées. Oui. Genre l'Overboard. La voiture autonome. La La science-fiction, elle a de bonnes idées. De retour sur le plateau à la suite de cette chronique très intéressante. Nous avons d'ailleurs demandé à Stéphane Brunel de venir sur le plateau en tant qu'invité pour discuter davantage avec nous. Mais malheureusement, il ne pouvait pas faire le déplacement aujourd'hui. Cependant, n'ayez crainte, notre équipe a plus d'un tour dans son sac. Bonjour Monsieur Brunel, comment allez-vous ? Bonjour et pas mal. Comme vous le savez, notre épisode d'aujourd'hui porte sur les véhicules. La question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est quel est le véhicule qui se rapproche le plus de la science-fiction aujourd'hui ? Serait-ce une voiture capable d'atteindre des vitesses folles, voire même de voler ? La question qui est toute bête, c'est que si vous voulez aller très vite, très loin et très haut, il faut beaucoup d'énergie. Et qui dit beaucoup d'énergie, quand vous regardez une navette spatiale qui décolle, vous avez vu un peu la taille du container d'énergie. C'est monstrueux par rapport à l'habitacle, quoi. L'habitacle représente, je sais pas moi, 1/100 du volume global. Et là, on a des objets dans la science-fiction où il n'y a pas de container d'énergie. Iron Man, par exemple, il n'a pas, sur ses épaules des bouteilles d'oxygène comme quand je vais dans l'eau, quoi. Non, il a un truc qui est placé là, et c'est un générateur d'énergie total, très performant, entre parenthèses, sans rayonnement, sans consommation, Bon, il trouve un truc qui n'existe pas à l'heure actuelle, quoi. Je ne dis pas que dans le futur très éloigné, ça n'existera pas, mais voilà, la science-fiction a cet avantage, c'est qu'on casse les barrières des lois physiques. D'accord. Si on prend en compte l'exemple de la voiture, sans prendre en compte les questions d'énergie que vous avez évoquées plus tôt, quelles sont les fonctionnalités héritées de la science-fiction que l'on peut retrouver dans cette dernière ? Aujourd'hui, lorsque vous montez dans une voiture, c'est un système mécatronique. Aujourd'hui, presque plus aucune voiture, il n'y a pas de bouton qui dit voilà, il y a de la pluie, je vais mettre en fonctionnement mes essuie-glaces. Il y a un capteur qui regarde s'il pleut ou s'il ne pleut pas et il met en marche les essuie-glaces tout seul. Aujourd'hui, il y a un système de vision qui permet de voir tous les objets qui se présentent devant la voiture. Et il y a des algorithmes qui sont capables d'imaginer ce que la vision n'a pas encore vu. C'est-à-dire que quand vous avez la voiture, je m'explique, la voiture voit une autre voiture garée sur la droite, il y a un algorithme qui va faire une prévision pour dire peut-être que derrière cette voiture, il y a quelqu'un de caché qui va sortir et donc je suis obligé de faire attention et de réguler ma vitesse. Ah oui, donc on se rapproche de plus en plus des voitures autonomes de Minority Report. Dernière question à laquelle nous allons vous demander de répondre le plus instinctivement possible. Quel est selon vous le véhicule de fiction le plus rapide ? J'ai envie de dire la 203 de l'inspecteur, comment il s'appelait, Colombo. Qui n'est pas du tout la plus rapide, mais moi elle m'émeut un peu, quoi. Eh bien ça tombe bien parce qu'il se trouve que notre chroniqueur Péosphere s'est posé cette question récemment et a fait des recherches frénétiques et il va nous exposer ses résultats en seulement 1 minute. Comment ça, 1 minute? On m'avait dit que j'avais 1 heure. Comment ça, je me démerde? Bienvenue dans Question Fusion. Aujourd'hui, on va répondre à la question: quel est le véhicule de fiction le plus rapide? Ok, donc on va établir quelques règles. Le voyage dans le temps et la téléportation, c'est banni. Donc pas de TARDIS et de portal gun. À moins qu'on les utilise sans leur capacité. Dans ce cas-là, beaucoup de gens pensent que c'est le Falcon Millennium, avec sa vitesse de 25 000 billions de km/h. Mais ce n'est pas assez pour vaincre le Planet Express Ship, qui va à une vitesse de 97% de la vitesse de la lumière. Le Falcon Millennium va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière? Oh, vous devez parler de l'ancienne vitesse de la lumière. Futurama a augmenté la vitesse de la lumière sans jamais préciser la nouvelle vitesse dans la série. Et après quelques recherches, on a pu trouver que le véhicule le plus rapide de fiction a une vitesse de 157 000 billions de km/h. Pour ceux avec une valeur numérique. Star Trek calcule sa vitesse avec des warps, allant jusqu'à warp 10, qui a été atteint par un shuttlecraft avec une vitesse équivalente à une vélocité infinie. Alors est-ce que cette vitesse a failli tuer tout l'équipage? Oui, mais c'est un détail. Maintenant, vous allez dire « Oh, la téléportation n'était pas autorisée pourtant !» Mais justement! Le problème avec la téléportation, c'est que ça va d'un point A à un point B sans jamais traverser la distance entre. Alors que dans ce cas-là, si le conducteur ferait que, oh, je sais pas, ralentir une toute petite vitesse, disons moins 10, exposant moins infini, dans ce cas-là, le véhicule atteindrait jamais la vitesse infinie, du coup, il traverserait la distance entre tout en gardant une vitesse infinie. Ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens! Voilà, c'est la réponse
à la question de Question Fusion. Merci Peyo pour ces précieuses informations qui nous permettront de briller ou pas en soirée. Monsieur Brunel, merci pour votre temps et vos réponses. Quant à nous, chers téléspectateurs, il est venu l'heure de se quitter. Fiction Fusion édition véhicule est à présent terminée, mais nous ne vous laissons pas sur votre faim. En effet, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec au menu un épisode centré sur le thème de la cuisine. Du lambasse de Seigneur des Anneaux à la bière au beurre d'Harry Potter, en passant par la fameuse ratatouille de Ratatouille, vous ne serez pas en reste. D'ici là, portez-vous bien.